Le Zika, bientôt vaincu, des chercheurs européens ont trouvé un moyen de neutraliser le virus. Une découverte qui ouvre la voie à un vaccin universel pour éradiquer le Zika et la dengue. Et c'est parti pour le brevet des collèges 2016. C'est le premier examen d'importance pour des milliers d'élèves. Après les maths et le français, ils termineront par l'histoire et la géographie. Quelle était l'ambiance après l'épreuve? Le reportage d'Isabelle Hameau dans ce journal. Et elle est la première école de danse de Gros-Cas de la Guadeloupe. Sa troupe fera vibrer le hall Paul Chonchon demain soir. L'Académie du Cas présentera son spectacle de fin de saison. Isabelle Hameau a assisté à la dernière répétition et José Turlepin sera notre invité ce soir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver et nous ouvrons ce journal avec une bonne nouvelle. Des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS, travaillant avec des confrères britanniques et autrichiens, ont découvert de puissants anticorps capables de bloquer les 4 formes de virus de la dengue. Ces derniers posséderaient également la capacité de neutraliser le virus Zika, une découverte inattendue qui pourrait aboutir au développement d'un vaccin universel qui protège des 2 maladies. Les Européens ont affronté ce matin leur premier examen du brevet des collèges. Ils ont commencé par les mathématiques, une épreuve abordable pour certains. Isabelle Hameau a rencontré les collégiens de Gourdeliane de Bémao, plutôt détendus à la sortie de l'épreuve. Regardez. Premier ouf de soulagement pour ces collégiens à la sortie de l'épreuve de mathématiques. Une épreuve abordable pour la grande majorité. Seule difficulté, le dernier exercice qui requérait une certaine réflexion. C'était un exercice où il y avait un jeune homme qui voulait faire un vase et il y avait des billes. Il fallait voir combien de litres d'eau il pouvait mettre dans le vase avec les billes. Quant aux impressions à la sortie de cette épreuve, elles restent mitigées. Assez compliqué, mais ça va. Ça va. Vers la fin, c'était assez compliqué. Au début, c'était assez facile. C'était des exercices de base en cours. Mais après, vers la fin, c'était beaucoup de raisonnement. Donc la fin, ça a été assez compliqué pour moi. Franchement, je m'attendais à un truc plus dur. C'était j'ai jamais réussi une épreuve de maths aussi facilement. Même des évaluations simples. Je suis contente, franchement. En fait, c'était revoir tous les cahiers depuis le début de l'année, même voir depuis 5e, revoir toutes ces formules. Et, Depuis qu'on avait les formules, c'était facile. C'était des gens difficiles, mais bon, après ça, il ne faut pas stresser, donc voilà. C'est sûr, ça aurait toujours été difficile, mais avec les révisions, si on révise, ça va aller, mais bon, c'est sûr que si on fait rien à la maison, ça sera toujours difficile. Bon, mais je pense que... j'étais pas tout le temps dans les révisions parce que je regardais l'Euro 2016, mais bon, mais je ne pas trop se stresser. Je pense que je pourrais avoir le brevet parce qu'il y a du soutien derrière, il y a la famille et j'ai beaucoup travaillé. L'année dernière, le collège de Gourdeliane de Bémao a atteint un taux de réussite de 95,8% au brevet des collèges, un succès que souhaite renouveler le chef d'établissement. On mettra encore la barre bien plus haute que celle que nous avons connue l'an dernier, 95,8% de réussite, donc on peut encore mieux faire. On a pratiquement doublé nos mentions, donc j'ose espérer que cette année, le cru sera tout aussi bon. J'ai bon espoir, puisque les équipes ici ont beaucoup travaillé, bien préparé les élèves. Et justement, j'ai vraiment envie de leur dire bravo, parce qu'aux vacances de Pâques, on a quand même eu sur 188 élèves de 3e, on a eu 128 élèves en stage. Ça veut dire qu'ils en veulent. Et ils ont envie de relever le challenge. Les résultats du brevet des collèges seront disponibles à partir du 6 juillet. Et c'est déjà l'heure des corrections pour une partie des examens. Le lycée de Croix-Rivaille à Ducos en Martinique centralise les copies pour la filière agricole, bac professionnel, brevet professionnel et BTS. Les écrits de près d'1 millier de candidats sont évalués selon des critères très précis. Reportage José Lechertier d'ATV Martinique. Ils sont venus de Guadeloupe et de Guyane prêter main forte à leurs collègues de Martinique. Dans ce centre d'examen, une quarantaine d'enseignants planchent ensemble sur la correction des copies du bac. L'attribution de la note finale ne doit rien au hasard. On note les copies suivant des consignes bien claires. Ce sont des grilles d'évaluation qui nous sont proposées par des inspecteurs pédagogiques. Le sujet est pluridisciplinaire. Donc il y a l'aspect technique, l'aspect économie. Donc il est normal qu'il y ait 2 profs. Le processus ne s'arrête pas là. Une fois corrigées, toutes les copies sont ramenées au centre de correction. Elles sont minutieusement revérifiées sous l'œil avisé du chef de centre.
feuille à feuille, nous contrôlons la note qui a été donnée et ensuite nous intégrons, nous saisissons cette note sur une application via Internet qu'on appelle Indexa. À l'issue de tout ça, les notes remontent au niveau du service des examens, donc au niveau du CIRS, qui nous ramène à notre niveau les bordereaux avant délibération. Et donc notre délibération aura lieu demain matin. Donc après cette délibération, on liste tous les élèves, on voit qui est admis, qui va à l'épreuve de rattrapage, etc., etc. Ce lycée compte habituellement 200 élèves, mais depuis le début de la semaine, tout diplôme confondu, c'est le travail de 5 fois plus d'étudiants qui est évalué. Nous avons à peu près donc, 360 candidats pour le bac pro, pratiquement 300 pour les BEPA, et dans les filières technologiques scientifiques et les BTS, un peu plus de 200. Donc nous avons donc dû gérer à peu près un peu plus de 1000 candidats, un peu plus de 1000 copies. Les résultats des filières technologiques ont été publiés dans l'après-midi. Il faudra attendre demain pour les bacs pro et le 30 juin pour les BTS. Vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis le 1er mai, la BDAF est devenue une marque commerciale de la CEPAC, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. Pour renforcer leur union, les deux établissements financiers organisent demain la 2e édition du rendez-vous économique au WTC de Jarry à Bemao. Patrice Foudia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur commercial de la BDAF, puisqu'elle garde encore ce nom jusqu'à la fin de l'année. À qui s'adresse ce rendez-vous et en quoi consiste-t-il ? Alors, c'est un rendez-vous qui s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, aux présidents d'associations, mais je dirais au tout public, parce que l'idée étant de promouvoir un peu l'esprit entrepreneurial sur notre territoire et aussi de pouvoir répondre à toutes les problématiques qui peuvent se poser dans la concrétisation de leur projet. Et de façon concrète, comment ça va se mettre en place au WTC ? Il y aura des échanges ? Quelle forme prendront ces échanges ? Tout à fait. Donc nous aurons trois temps forts, puisque nous aurons un premier temps fort avec un espace conseil qui sera organisé en 4 grandes thématiques. La création d'entreprise, son développement et ensuite sa gestion. Et puis une quatrième thématique plus axée sur l'économie régionale, donc plus réservée à la clientèle institutionnelle. Ensuite, en parallèle de ces espaces conseils, nous aurons tout au long de la journée des ateliers débats avec des tables rondes, avec là aussi des thématiques fortes telles que l'innovation, telles que le digital, mais aussi sur des problématiques de développement du territoire, avec notamment les chantiers structurants. Et en fin de journée, nous aurons une conférence qui va clôturer un peu la journée avec Gaël Musquet, qui est un jeune Guadeloupéen, qui va intervenir sur une thématique intéressante d'actualité. Oui, la biodiversité numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'ailleurs ? Pourquoi s'intéresser à cette problématique ? Je pense que c'est très clairement nous sommes dans l'actualité, puisque le digital aujourd'hui est un élément important qu'il faut prendre en compte dans le développement de nos entreprises, quel que soit le secteur d'activité, et nous particulièrement dans les banques. Et il se trouve que M. Musquet, justement, a une histoire intéressante déjà, puisqu'il faut savoir que son histoire commence depuis le cyclone Hugo en 1989, donc je vous laisserai le soin de Nous l'avons reçu d'ailleurs sur ce plateau. Tout à fait. Et donc déjà, son histoire est intéressante. C'est une grande fierté d'avoir un jeune Guadeloupéen qui aujourd'hui soit reconnu au niveau national. Et puis il a un combat qui est de rendre Internet utile, convivial et combattre aujourd'hui, parce qu'il est président de StreetMap France et qui veut devenir donc le concurrent de Google Maps. Et donc la thématique, c'est de voir comment aider le citoyen lambda à échapper un peu à ces mastodontes d'Internet que nous connaissons, les fameux GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook. Et je crois que c'est une thématique qui est très intéressante, qui va intéresser les jeunes. Et puis au-delà, je crois que c'est un exemple intéressant à montrer à nos jeunes pour justement ceux qui sont intéressés par ce secteur. Alors, il y a un focus qui sera fait sur l'économie solidaire et l'entrepreneuriat en milieu associatif. Oui. Est-ce que vous pouvez également nous en parler ? Quel est l'intérêt de ce focus ? Tout simplement, c'est que nous sommes sous les territoires où nous avons quand même 90% du tissu économique composé aujourd'hui de TPE et d'associations. Donc, c'est le cœur cible de notre marché à nous banquiers. Et donc, il est important pour nous de pouvoir effectivement apporter des réponses à des gens qui ont besoin, à des clients qui ont besoin d'avoir un accompagnement dans la gestion de leur structure, mais aussi dans l'élaboration de leur stratégie de développement. Alors, Patrice Foudia, la BDAF a été absorbée par la CEPAC. Comment s'est passée cette fusion et finalement, quels sont les bénéfices pour les clients ? Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, le processus n'est pas terminé, puisque nous sommes entrés dans une phase beaucoup plus opérationnelle, il est vrai, et qui doit nous mener jusqu'à la fin de l'année. Et en 2017, nous allons dévoiler la nouvelle plateforme de marque, de la nouvelle entité bancaire que nous sommes en train de construire. Maintenant, le bénéfice client, c'est aussi d'offrir à nos clients, quelle que soit leur catégorie, une entité bancaire puissante, performante, qui sera capable demain d'apporter des solutions, quel que soit le niveau d'envergure de leur projet. Donc aussi bien des projets
patrimoniaux, privés, des projets de création d'entreprises, mais aussi des projets de développement du territoire, puisque nous revendiquons effectivement ce rôle d'acteur important de l'accompagnement du développement économique des différents territoires où nous sommes implantés. Et de façon concrète, comment ça pourrait se traduire pour les clients? Ça se traduit par un enrichissement de la gamme. Nous sommes adossés désormais à une banque aujourd'hui qui est assez puissante, 2 milliards de fonds propres, et qui nous donnera des capacités d'intervention sur des projets d'envergure avec des niveaux d'investissement très très importants. Et pour le client lambda, la possibilité de pouvoir également... Des tarifs aussi beaucoup plus compétitifs. Une tarification avantageuse, effectivement, puisque jusqu'à maintenant, nous étions sur un modèle économique, nous, BDF, de banque de plein exercice, qui nécessitait une tarification importante pour pouvoir équilibrer un peu ce budget-là. Demain, nous allons pouvoir bénéficier de toute la mutualisation qu'offre la CEPAC et offrir à nos clients une tarification basée un peu sur ce qui se fait au niveau national. Patrice Foudia, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que ce rendez-vous aura lieu au WTC de Jarry. Tout à fait, demain à partir de 9h. Donc nous attendons tous les visiteurs, tous ceux qui sont intéressés par l'esprit entrepreneurial pour pouvoir participer avec nous à cette manifestation. Alors, les bureaux de poste sont sur le point de se moderniser. La commune de Morne-à-l'Eau est la première à expérimenter cette nouvelle formule. La ligne de guichet a cédé la place à un espace ouvert où les guichetiers promus chargés clientèle vont à la rencontre des visiteurs. Ouverte au public depuis le 31 mai dernier, l'agence de Morne-à-l'Eau présente un nouveau visage qui ravit les clients. On regarde le reportage de Nathalie Dinan et Moïse Dexter. On entre à la poste comme dans un self-service. En fonction de ses désirs, on s'oriente vers un automate pour réaliser l'affranchissement ou le dépôt d'argent, vers un chargé de clientèle pour être accompagné, conseillé, ou vers un îlot pour faire un retrait, un dépôt de colis ou de lettres, un encaissement rapide. Une nouvelle configuration, la traditionnelle ligne de guichet a laissé sa place à un espace ouvert et plus accueillant. C'est vrai qu'il y a une grosse différence avec les bureaux d'antan. Aujourd'hui, il y a une évolution bien entendu numérique et c'est vrai que la population, comme les guichetiers, s'est vraiment bien adaptée à cette transformation. La clientèle est très contente, elle s'adapte. Il y a encore 30 secondes, j'étais en train de discuter avec une dame puisqu'elle a fait son opération en moins de 40 secondes. Elle est venue avec sa carte bleue, avec de l'espèce, elle a versé directement sur l'automate son espèce et ça a été crédité au niveau de son compte. Donc l'opération a pris moins d'1 minute et elle était très satisfaite. Une transformation qui facilite la vie des clients et qui valorise la mission des agents dont le poste a également subi un changement. De simples guichetiers, ils sont devenus chargés de clientèle. On pensait au départ que ce serait un petit peu plus compliqué pour les personnes âgées, mais elles se plaisent dedans, puisqu'elles aiment bien ça, elles sont autonomes, ça va, c'est bien pour eux. Et pour vous ? Pour moi, le travail, c'est pas le même, puisque là maintenant, c'est-à-dire nous, cette histoire de fil de guichet, ça n'existe plus, puisque vous êtes dans un espace. Et là, on oriente les gens, mais pour nous, le travail est plus facile pour nous. C'est plus agréable, puisqu'on est au contact des clients, puisqu'on n'est plus derrière le guichet, puisque là, on peut discuter assez bien avec eux. On a beaucoup évolué par rapport à avant. On faisait moins de choses qu'auparavant, maintenant on fait beaucoup plus de choses. Est-ce que c'est plus intéressant pour vous ? Plus intéressant pour nous. Même avec la nouvelle configuration, ça a été un petit peu dur au début, mais maintenant ça va. Le bureau de Morne-à-l'Eau fait partie de cette nouvelle génération de bureaux de poste, un nouvel agencement intérieur qui offre un parcours plus simple, un gain de temps pour le client et pour le chargé de clientèle. Tout le monde y trouve son compte. Nos chargés de clientèle ont suivi des formations, tout un cursus de formation qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir répondre à toutes les questions que pourraient se poser en fait nos clients et surtout en fait ils accompagnent les clients dans cette transformation. La poste d'antan disparaît. Aujourd'hui, de sa tablette ou son smartphone, on peut effectuer presque toutes ces démarches. Alors la poste aussi doit vivre avec son temps. Aujourd'hui, nous mettons tout en place pour développer la banque dans nos établissements. Et vous le voyez, donc avec justement l'accueil qui est proposé par les conseillers bancaires. Donc nous avons des conseillers qui sont à leur disposition dans tous les établissements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la banque, la banque, la banque. Le bureau de poste de Morne-à-l'Eau fait partie d'un ensemble de 8 sites situés dans le Nord Grande-Terre en pleine mutation. Port-Louis a été rénové, Petit Canal, c'est pour bientôt. À la poste, le numérique pour tous est en route. Et puis sachez que 330 000 € ont été investis et 4 mois de travaux ont été nécessaires pour relooker entièrement ce bureau de poste de la ville de Morne-à-l'Eau.
Et la rue Frébeau est une rue mythique de Pointe-à-Pitre. On y croise différentes nationalités et des clients du tout Guadeloupe venus. Redécouverte de ce lieu incontournable avec Linda Kayarsi. Patrick est un pointois de naissance. Il a grandi à fond logé. Des souvenirs, il en a plein la tête. En pour des charcans, ça veut dire que charrette à canne, tu as passé la rivata pour aller les Indaroussé. Bon, c'est là différents bitins de chercher sur aux batteries. Et donc, il y a l'école aussi La Pointe. L'école La Pointe, c'était à pied, de l'eau de monter. Pas tenir autant de travail fait au niveau des rues, au niveau des canaux. C'est que ça, dans cette génération-là, à l'époque-là, ça enlevé. Et la fameuse rue Frébeau, artère économique de la ville, n'est pas en reste. Il y a des gens qui vendent un peu partout dans ces petits coins-là, dans le Réaillot. Et les magasins syriens, c'est la famille en nous qui prend vêtements. Là, tu as une petite de l'école pour te faire renonce, confirmation et tout ça. Et tu prends linge en nous, on met un syrien. Et nous, nous pas bouger un magasin, nous prend mes en nous, elles vont lasser à 6 pieds pour pas un magasin là, ils vont mener sous les là-bas. Aujourd'hui, rares sont les vestiges de ce passé. Dans cette maisonnette, Patrick venait retirer ses tickets de sport pour aller jouer au foot sur la place de la Victoire, jadis vaste terrain de jeu. Dans ce bâtiment qui abrite désormais une enseigne sportive, se trouvait un commerce bien connu de la place, Prise Unique. Et juste en face, Ekel, un commerce de détail de textiles, adresse pointoise incontournable des Guadeloupéens à l'époque. Alors, quand nous étions petits, en fait, oui, je suis née à Pointe-à-Pitre en 1961 et c'est vrai que bon, pour nous, la rue Frébeau était franchement un lieu magique où on découvrait souvent de très jolies vitrines, des magasins, des vitrines qui restaient ouvertes même très tard dans la soirée. C'était un lieu de vie véritablement merveilleux que malheureusement, franchement, avec un petit peu de nostalgie, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Avec le recul, le visage de la rue Frébeau a changé, mais ses nombreux visiteurs n'ont pas oublié ce qu'elle représentait. Enfin, ce qui a marqué le plus souvent, c'est les petites marchandes qu'il y avait. On pouvait acheter les coco, les petites choses. Il y avait des gens qui étaient un petit peu plus sympas qu'avant. La rue Frébeau et la rue Frébeau d'avant, ce n'est plus pareil. Qu'est-ce qui a changé? Mais je ne sais pas. Le cadre, je ne sais pas. Je dis que j'arrive partout. Il n'y a plus rien à Pointe-à-Pitre. N'empêche, depuis toujours, cette rue bien connue du grand public reste le temple de la consommation. Et l'insécurité était au cœur des débats hier soir à l'auditorium de la CCIG en Guyane. 250 personnes ont répondu à l'appel de l'association Femmes d'Ubud. Beaucoup ont ainsi pu s'exprimer face aux collectivités. On regarde le reportage d'Ayodélé Germa d'ATV Guyane. Le débat sur la problématique de la violence en Guyane a fait salle comble. Dès le début, les questions fusaient de toutes parts. Souvent des récits d'expériences malheureuses avec de jeunes délinquants récidivistes. Comparution immédiate, ils demandent un délai. Les avocats demandent un délai, les avocats mis gratuitement à leur disposition demandent un délai pour leur défense. Nous, de notre côté, on a dû aller à la banque pour payer un avocat. Mais aussi des approches de solutions rédigées à l'avance par un citoyen inquiet. Celui-ci souhaite qu'on occupe les jeunes afin qu'ils ne sont pas dans la délinquance. Utiliser le dispositif service civique où le jeune apporte une aide et une structure moyennant le versement d'une indemnité de 460 €. Le système français a souvent été pointé du doigt pour son laxisme, l'affaiblissement des droits parentaux, mais aussi la libération jugée prématurée des jeunes délinquants, l'inadaptation des lois. C'est vrai que la démocratie voudrait que chacun puisse vivre compte tenu des lois qui sont votées, mais il y a des choses à changer pour que nous puissions vivre de manière sereine et en convivialité avec tous ceux qui vivent sur le territoire de la Guyane. Si les avis semblaient diverger sur la manière de résoudre la question de la violence, aucun département français n'a autant de migrants que chez nous. Pourquoi nos élus ne demanderaient pas à l'Europe une somme conséquente pour qu'on puisse s'occuper aussi des migrants que nous avons? On trouve souvent des jeunes qui disent « il y a quand même au travail, mais pas ça travail pour le faire ». Alors je regarde là aussi, et comme l'a dit M. Kell tout à l'heure, il faut aussi que les parents se responsabilisent. Chacun est rentré dans sa communauté. L'un ne traîne plus avec l'autre.
Voilà ce qui se passe en Guyane. Voilà ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. La solution de l'éducation semble avoir recueilli un large consensus. Il faudrait que la famille soit au centre de tout, puisque et si les parents démissionnent, on sait qu'un jeune qui se retrouve en prison, à 90%, il a été mal accompagné au niveau de sa famille. La solution majeure qui est ressortie, c'est l'éducation, l'autorité des parents. Ça, je crois qu'il n'y a pas meilleure solution que celle-là. La présidente de l'association Femmes d'Ibout devrait se rendre début juillet au ministère de l'Intérieur avec l'ensemble des doléances formulées par les citoyens contre l'insécurité. Je sais qu'il est au courant déjà. Mais il faut que moi, et tant que président de Femmes d'Ibout, ça sera la deuxième fois que je vais déplacer pour l'insécurité, pour aller déposer les doléances pour le ministre de l'Intérieur pour voir ce qui se passe en Guyane. Une pétition a été lancée. Les signatures se font au siège de l'association Femmes d'Ibout. Restez avec nous. Dans un instant, vous en saurez plus sur le spectacle de l'Académie Duka. Leur chargé de communication sera notre invité. Et puis, cours de musique avec le groupe Urban Troubadou qui joue les prolongations de la fête de la musique en Guyane. Le traditionnel bûcher de la Saint-Jean va s'embraser demain après-midi à la place Childéric Trinqueur de Bémao. Une fête qui lancera officiellement les festivités liées à la fête patronale de la commune. Reportage Karen Diama. Depuis des décennies, la ville de Bémao célèbre au mois de juin son saint patron. La Saint-Jean, au niveau de la ville, le patron de la ville de Bémao, c'est le Saint-Jean-Baptiste. Et la Saint-Jean a lieu tous les 24 juin. Et donc, c'est le passage de, si vous voulez, en France, d'ailleurs, c'est le passage de l'hiver à l'été. Donc, c'est le solstice d'été. Pour marquer ce passage, mais surtout pour perpétuer une tradition, la ville accueillera donc la population autour de son grand bûcher. Cette action, c'est vraiment fêter le Saint-Patron. C'est tout à fait la tradition sur Bémao. Le bûcher est allumé par Madame le maire et la flamme est remise à Madame le maire par un enfant. Et ensuite, il y a toute une animation, comme je vous ai dit, avec Majestica et Ivica autour du bûcher. Et la population est invitée à venir participer comme chaque année. Si vous voulez, c'est la festivité qui annonce vraiment l'ouverture de la fête. Instauré il y a plus d'une centaine d'années, ce bûcher s'inscrit dans le patrimoine historique guadeloupéen. C'est quelque chose qu'on compte pérenniser parce que justement, dans une ville du Pyrénées, leur bûcher de la Saint-Jean sera inscrit à l'UNESCO. Donc nous serons dans cet objectif aussi d'inscrire notre bûcher à l'UNESCO. Une fois ce bûcher consumé, les festivités communales démarreront sous les meilleurs auspices. Et l'école de danse, l'Académie Duka, va faire vibrer le hall Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre demain et samedi soir. La troupe de cette première école de Gros-Cas de la Guadeloupe présentera son spectacle de fin de saison nommé Capassé, Cavini. José Turlepin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes leur chargé de communication de cette école, la première école de la Guadeloupe, de Gros-Cas. Les élèves sont fin prêts pour le spectacle de demain soir. En tout cas, Isabelle Hameau a assisté à l'une de leurs dernières répétitions. On regarde ensemble son reportage. L'Académie Duka fait partie des gardiens de l'âme du Gros-Cas. Ce soir-là, ils étaient en pleine répétition de leur spectacle de fin de saison, celui-ci qui revient chaque 2 ans. Capassé, Cavini, un spectacle décalé qui mettra en avant le Gros-Cas, à chaque tableau, ses mouvements, ses émotions et son message. On a beaucoup axé sur les émotions, puisque le Gros-Cas c'est une danse spontanée, donc forcément, quand on est dans la ronde en face du tambouillé, on s'exprime, on développe des émotions, on communique. Et donc là, on a beaucoup demandé ça aux élèves. Donc l'idée là, c'est de leur permettre non pas simplement d'être des techniciens, mais d'arriver aussi à interpréter leur danse, vraiment à se donner pleinement pour donner du plaisir, mais beaucoup d'émotions au public. Là, on est dans une nouvelle écriture. Je pense que les gens le constateront, puisqu'il y a déjà l'affiche qui est un petit peu novatrice. Et puis, c'est un spectacle qui aura vraiment 2 pôles, en fait. Et le but, c'est vraiment, on parle de notre Gros-Cas.
la vision qu'on a de ce Gros-Ka, son histoire, son parcours et ce qu'on souhaite en tout cas pour lui. Ce parcours du Gros-Ka s'articule à travers des gestes rapides et précis, une aisance qui passe par un échauffement de 25 minutes. On a fait un échauffement classique, tête, bras, buste, bassin et jambes, mais selon le rythme, on peut bien échauffer que les jambes, comme le pas de djembel, où c'est plus technique au niveau des pieds. Pour le Tumblak, évidemment, comme on bouge beaucoup le bassin, à part les pieds, on aura aussi le bassin comme échauffement. Aujourd'hui, c'est un échauffement classique qu'on peut retrouver dans d'autres cours, pas seulement au niveau du Gros-Ka. La troupe de l'Académie du Ka sera en spectacle au Hall des Sports Paul Chanchon vendredi et samedi. José Turlepin, avant de parler de ce spectacle qui nous attend demain soir et puis samedi également, l'Académie du Ka, 30 ans d'existence. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de l'histoire de cette école de la danse du Gros-Ka en Guadeloupe? Alors il y a 30 ans, il y a une dame passionnée de musique, de danse traditionnelle, de patrimoine, de culture. Elle a créé son école, Madame Jacqueline Cachemire-Toll. Et 30 ans, une belle histoire, elle a fait vivre, elle a porté cette culture dans les écoles, dans l'académie. La danse Gros-Ka reconnue comme discipline de danse, comme discipline scolaire, comme discipline permettant aux élèves d'aller au bac. Donc un grand parcours. Et il y a 12 ans, elle a passé le relais à une nouvelle équipe avec la présidente Nadia Pater. Et Jacqueline, un peu notre maman Jacqueline, est toujours là à regarder, à nous soutenir, à nous encourager en tout cas. En tout cas, c'est vraiment une très belle expérience de vie, une expérience de passion, une expérience de transmission. C'est avant tout ça l'Académie du Ka, de la transmission. Alors, le thème de cette année, Ka passé, Ka vini, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message derrière ce thème? Alors, on a voulu jouer sur le mot Ka. Ka, il peut être compris dans l'acception Ka, instrument de musique, donc le Ka passé, le Ka qui vient, mais plus regarder vers le futur, comme une ouverture sur le monde, en tout cas une ouverture futuriste, ou il peut être aussi le titre interprété comme un morceau d'une phrase, I Ka vini, I Ka passé. Donc c'est un petit peu cette ambiguïté volontaire dans le titre qui aussi annonce le contenu du spectacle. Ka passé, Ka vini, c'est un cas, mais c'est aussi une histoire, c'est une expérience, c'est une reconnaissance de notre culture à travers l'histoire d'une jeune fille qui fait la découverte de sa culture à travers de rencontres, à travers d'expériences, à travers les tribulations du Gros-Ka jusqu'à son arrivée reconnue comme élément immatériel à l'UNESCO. Donc vraiment un cheminement, et c'est aussi ce que retrace ce spectacle, à travers une écriture particulière, à travers une écriture un petit peu décalée, qui ne respecte pas les codes de l'écriture scénique classique, une écriture éclatée, une écriture où à chaque fois on aura un dédoublement de la personne physique, mais aussi de son esprit, de son âme, sur des chorégraphies juxtaposées. En tout cas, il y aura du beau monde demain soir, avec la présence de Philippe Sadikale du groupe Soft, et également celle des Femmes Kika. Alors, ce sont nos complices pour l'écriture de cette pièce. Donc, une pièce dansée, une pièce chorégraphique, mais surtout, ce qu'il faut retenir, une pièce avec des arts mêlés. Parce qu'un art ne vit jamais tout seul. Un art vit avec la complicité d'autres arts. Donc, musiciens, chanteurs, danseurs, maquilleurs, scénographes, costumiers, éclairagistes, toutes ces personnes ensemble écrivent une pièce pour le plus grand plaisir de notre public, que nous retrouvons chaque 2 ans. Donc vous imaginez la fébrilité qui nous envahit aujourd'hui, parce qu'après 2 ans, est-ce qu'on va être à la hauteur? En tout cas, on leur promet un moment magique sur une vague scénique qui va durer 1h45. En tout cas, l'Académie du Ka participe à faire rayonner le patrimoine guadeloupéen à travers le monde. La troupe s'est déjà rendue à Washington, à Bombay en Inde, Antigua, Suriname, Jamaïque. Cette reconnaissance du Gros-Ka, de la danse Gros-Ka et du Gros-Ka comme un élément du patrimoine culturel et immatériel reconnu par l'UNESCO en 2014, vous l'avez dit, est-ce que ça a joué un rôle? Est-ce que vous avez vu un changement? Alors le changement,
Pas vraiment, mais en tout cas, nous sommes sûrs dans nos certitudes que nous avons raison de mener ce combat, de partir en croisade pour la reconnaissance de notre culture. Et plus que jamais, je dis à toutes les personnes, à toutes les associations, les écoles qui militent pour cette culture, plus que jamais, il ne faudrait pas arrêter le combat. Il ne commence que maintenant, parce que la reconnaissance, c'est bien, mais après la reconnaissance. Nous, notre objectif, c'est vraiment que partout dans le monde, que cette culture puisse rayonner comme autant d'étoiles dans le ciel. Et comment justement le Gros-Cas est-il perçu à l'étranger? À l'étranger, on se rend compte que l'histoire des hommes, c'est elle qui a raison. Parce que le Gros-Cas est né d'une histoire sociale. Et cette histoire sociale, elle est l'expérience d'autres hommes. Et souvent, nous la rencontrons dans d'autres continents. Donc la Terre n'a pas toujours raison, le juste solide n'a pas toujours raison, mais c'est surtout l'histoire humaine qui a raison. José Turlepas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. On va parler de patrimoine encore, oui. Cette fois, mais dans l'eau. Le comité guadeloupéen de voile traditionnel, en collaboration avec la région Guadeloupe, fêtera les 15 ans d'existence du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. Pour l'occasion, les meilleurs équipages se disputeront le titre de 2015. Du spectacle de haut niveau est attendu. Le point avec Georges Santalican, président du CGVT, interrogé par Karen Diama. On écoute. Cette conférence de presse va donc vous présenter donc cette 15e. La date, c'est du 9 au 17 juillet. Nous allons partir, le prologue se fera à Petit Canal. Et puis, après Petit Canal, on ira à Sainte-Rose. Alors, on avait normalement un équipage corse qui devait venir, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils ont aussi une grande régate au niveau national en Corse. Donc, ils nous ont dit l'année prochaine, mais pas cette année. On aura aussi un équipage de Saint-Barthélemy qui vont arriver et c'est tant mieux. Mais le but de la manœuvre, c'est de faire de cette voile-là un rendez-vous de voile traditionnel autour de la Guadeloupe. Tôt ou tard, comme antique, c'est un rendez-vous de voile classique. Mais il faut se battre, il faut y aller. L'un des faits marquants de cette 15e année, c'est surtout quand on regarde la flotte, il y a beaucoup de jeunes. Il y a aussi des équipages féminins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, après-demain, nous aurons encore de la voile traditionnelle. Et on avait un peu peur, avant les 15 ans, de ne pas avoir cette relève-là. C'est aussi la fête pour les Guadeloupéens, de se retrouver tout au long des côtes de la Guadeloupe, dans différentes communes. Et je pense que le ciel sera avec nous, il y aura une bonne météo. Et nous partons maintenant en Martinique, à Saint-Joseph. Des prises conséquentes de serpents ont été constatées ces dernières semaines. Hubert Bornil a rencontré un spécialiste de ces reptiles. Certaines espèces endémiques de la Martinique seraient en recrudescence, à en croire certains. Regardez son reportage. Encore une belle prise de trigonocéphale. Il y en a eu quelques belles prises durant ce mois qui vient de s'écouler. Et là, nous allons côté Saint-Joseph. La Kayam ici a crié serpent, justement. Monsieur Zabet, il organise des combats de mangoustes et de serpents. Et c'est un spécialiste, il nous en parle. Monsieur Zabet, Bibetoua. Le serpent de Martinique, autrement appelé trigonocéphale, bête longue, cravate ou fer de lance. Le reptile fait peur à la population et la grande question du moment, c'est serait-il en recrudescence? Réponse non. En tout cas, les herpétologues avancent le chiffre de 1 serpent pour 4 personnes. Ça, c'est des belles morceaux qu'il a. Ça va, tu vois, belle. Il se peut qu'il y ait quand même un phénomène, mais qui devra être démontré, c'est que le serpent se nourrit de petits rongeurs, de rats, des souris, etc. Et est-ce que la pollution, les pesticides, etc. ont tué un certain nombre de rongeurs et que le serpent, donc, dont c'est la nourriture, est obligé de se rapprocher plus des maisons pour trouver sa nourriture? Pour en savoir plus, nous sommes allés en pleine campagne à Saint-Joseph à la rencontre d'un certain Raymond Zabet surnommé Serpent. C'est un pas agressif, c'est un pas attaquer les gens. Ça, c'est pas un jaune encore, mais c'est pas là où il ne peut pas faire rien, il ne peut pas faire rien. Quand il veut là, il aurait vu baisser là. Mais il ne peut pas faire, mais c'est mon temps là qui est en nous. Selon Raymond Zabet, la population des serpents est en augmentation chez nous. Il nous avoue être régulièrement appelé pour des captures. On peut rester là, je vois là ou là. C'est un petit moment.
Ici, on est sur un terrain privé. Il y a 2 jours, les riverains auraient, semble-t-il, aperçu un beau spécimen. Alors, M. Zabet vient inspecter les lieux. Je me regarder après, je me fait mettre des tôles là. Ouais, je vais passer là. En attendant, M. Zabet reste très sollicité par ses voisins. Dans la semaine qui vient, il espère bien, en tout cas, déloger l'intrus. Et voilà l'affaire. Et n'oubliez pas, si jamais il vous arrive malheureusement de vous faire mordre par ce spécimen, très vite, il faut appeler le 15. C'est important, n'attendez pas 6 heures de temps. Et la fête de la musique se poursuit en Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni. Le groupe de jazz Urban Troubadou a rendu visite aux jeunes mélomanes de l'école de musique de la commune. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Dans le cadre de la fête de la musique, la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni a invité le groupe Urban Troubadou pour une masterclass à l'école de musique locale. 3 jours durant lesquels les élèves ont pu profiter de l'expérience des musiciens dans les arts des percussions, du saxophone et du chant. Une occasion pour le batteur Jean-Emmanuel Fatna de revoir sa ville natale. Ça fait vraiment super plaisir parce qu'on remarque justement qu'il est sorti de Saint-Laurent et qu'il a fait jusqu'à présent un très beau parcours et il n'a pas fini vu qu'il est toujours jeune et ça nous incite aussi à continuer à faire comme lui, donc même à progresser je dirais. On a appris beaucoup de choses et franchement on a appris aussi leur professionnalisme qui nous a permis justement d'acquérir des méthodes. On a été invité pour une masterclass, l'idée étant d'essayer d'apporter un peu de notre savoir de musicien professionnel afin qu'on puisse en finalité proposer ce que vous entendez derrière, qui est une restitution du travail qu'on a pu faire avec les élèves. Alors un peu de jour, mais voilà, on est agréablement surpris de voir le niveau des élèves et surtout du travail qu'ils ont pu fournir en si peu de temps. Chez certains, on a pu voir une espèce de petit déclic sur la manière de travailler la musique aussi et ça fait plaisir d'apporter cette expérience et de voir qu'ils ont été très réceptifs à ça. Pendant toute l'année, ils sont avec le professeur, c'est très technique. Donc en fait, avec des échanges, des résidences de groupe, donc ça permet aux enfants de voir des professionnels, des gens qui ont l'habitude de jouer sur scène, d'échanger avec eux et surtout de poser des questions très pertinentes par rapport à la musique, par rapport à comment travailler son instrument, l'intérêt aussi de travailler l'instrument. Donc c'est très enrichissant pour les enfants. Le groupe Urban Troubadou se représentera à l'Iguana à Cayenne ce soir, une occasion de continuer à partager leur ambiance et leur passion pour la musique. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Voici l'occasion de donner une seconde vie aux livres encore en bon état et de faire le bonheur des enfants. Le Conseil local d'action santé solidarité départementale de la ville de Bouillante organise une foire aux livres le mercredi 29 juin de 9h à midi. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure. Et c'est la fin de notre tranche d'informations. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 23 juin. Le Zika bientôt vaincu. Des chercheurs européens ont trouvé un moyen de neutraliser le virus. Une découverte qui ouvre la voie à un vaccin universel pour éradiquer le Zika et la dengue. Et c'est parti pour le brevet des collèges 2016. C'est le premier examen d'importance pour des milliers d'élèves guadeloupéens. Après les maths et le français, ils termineront par l'histoire et la géographie.
Et elle est la première école de danse de Gros Cas de la Guadeloupe. Sa troupe fera vibrer le hall Paul Chonchon demain soir ainsi que samedi soir. L'Académie du Cas présentera son spectacle de fin de saison. Un show haut en couleur. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous.